Ma mère prévoyait de m'obliger à garder les 5 enfants de mon frère, l'enfant chéri de la famille. Pendant les fêtes de Noël. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un type qui a passé 4 ans à être la nounou gratuite. Le chauffeur d'urgence, et le garçon de course corvéable à merci de sa famille. Pendant que son frère, l'enfant chéri, collectionnait les Porsche, et que leur mère tapait. De toute façon, il n'a pas de vraie vie, dans la conversation de groupe familial. Et voici la partie la plus importante, il pouvait en lire chaque mot. Le gars n'était pas douillet de nature. Il était ambulancier. Il passait ses semaines à extraire des inconnus de voitures accidentées. Sa famille s'était simplement dit que, puisqu'il était taillé pour les crises, il absorberait toujours les leurs. Un Noël, il a arrêté d'absorber. Ce qui s'est passé lors de cet appel Zoom familial. C'est le genre de choses dont on parle pendant des années. Accrochez vos ceintures. Ma mère prévoyait de m'obliger à garder les 5 enfants de mon frère, l'enfant chéri. Pendant Noël. Alors, la veille de Noël, j'ai pris l'avion. Ce que ma tante a lu à voix haute, lors de l'appel vidéo familial, a fait halter tout le monde. Quoi? Ce n'est pas possible. Je m'appelle Nick, j'ai 28 ans, et je travaille comme ambulancier. Ce n'est pas un métier glamour, ni très bien payé. Mais c'est le genre de travail où vous arrivez quand tout est déjà en feu. Et où vous essayez de faire en sorte que les gens ne meurent pas. Je suis doué pour ça. Ma famille, malheureusement, l'a remarqué. Et a ensuite construit toute son infrastructure pour les fêtes autour de ça. Mon frère aîné, Kevin, a 33 ans, et possède un titre de vice-président dans une grande entreprise. Je serais bien incapable de vous dire ce qu'il fait réellement de ses journées. Je ne suis pas sûr qu'il le puisse non plus. Ce que je sais, c'est que ça paye extrêmement bien, que ça demande très peu d'efforts visibles. Et que ça implique apparemment beaucoup de golf, ainsi que des brunchs très chers le week-end. Lui et sa femme, Tina, ont 5 enfants de moins de 8 ans, Lily, Ethan, Noah. Et les jumeaux Mason et Harper. Pris individuellement, ce sont des enfants super. En tant que groupe, c'est une catastrophe naturelle. Et, quelque part en cours de route, ils sont devenus ma responsabilité permanente. Ma mère, Linda, est le genre de femme qui passe 3 jours, avant Thanksgiving, à mettre la maison en scène comme pour un shooting de magazine. Des fleurs fraîches, de la vaisselle assortie, et un centre de table qu'elle a commandé en ligne. 6 semaines à l'avance. Elle dirige l'opération « Enfant chéri » depuis bien avant que je sois en âge de comprendre ce qui se passait. Kevin reçoit les éloges. Kevin reçoit le soutien. Kevin a toujours le bénéfice du doute. Et moi, j'ai le droit d'être utile. Ça a toujours été le marché, même si personne ne l'a jamais dit à voix haute. Mon père, Robert, est un homme fondamentalement bon. Qui a maîtrisé l'art d'éviter les conflits à un moment donné de mon enfance. Et qui n'a jamais changé de cap depuis. Il fait profil bas, et laisse le chaos lui passer dessus. Un bon gars. Mais véritablement inutile quand ça comptait. Cette année, Thanksgiving ressemblait exactement à tous les autres, du moins en apparence. J'étais à ma place habituelle, à la table, au plus près de la cuisine. C'est comme ça qu'on devine son rang. Le siège adjacent à la cuisine appartient à celui qui va bondir pour aller chercher des serviettes supplémentaires. Les fourchettes tombées par terre, ou la sauce renversée. L'infrastructure humaine. Pendant ce temps, les enfants devenaient absolument sauvages. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà assis dans une pièce avec 5 enfants de moins de 8 ans. Lors d'un repas de fête, mais ça ressemble moins à un repas de famille. Et plus au fait d'être coincé à l'intérieur d'un moteur d'avion. Que quelqu'un aurait décidé de décorer avec une corne d'abondance. À la moitié du repas, ma mère s'est levée, a tapoté son verre d'eau avec un couteau à beurre. Et a gratifié la pièce de ce sourire. Vous voyez lequel? 100% de mise en scène, 0 chaleur humaine, le genre de sourire qu'arbore un politicien. Juste avant d'annoncer une hausse d'impôts. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et a annoncé à la table qu'elle avait un plan pour Noël. Kevin et Tina avaient parlé d'un complexe hôtelier pour couple, à la montagne.
Ils travaillaient dur. Ils méritaient une pause. Ils avaient 5 magnifiques enfants, et ils avaient besoin d'un vrai repos. Et moi, j'allais rester à la maison pour garder ces enfants, exactement comme d'habitude. Elle n'a pas demandé. Elle ne demande jamais. C'est toujours présenté comme un fait établi, comme si j'avais déjà accepté. Et que j'étais juste le dernier à en être informé. Avant même que je puisse assimiler une seule syllabe de cette audace. Tina a plongé la main dans son sac de créateur. Et a fait glisser une feuille plastifiée sur la table en chêne poli. Elle s'est arrêtée juste à côté de mon assiette. Des horaires de repas avec un code couleur, des tableaux d'allergie. Les heures de nébuliseur pour Ethan, à 20h pile. Et une note précisant que les jumeaux traversaient une phase où ils mordaient. Et que je devais faire attention à mes chevilles. Elle avait organisé mon travail non rémunéré par code couleur, et l'avait plastifié. Ma mâchoire s'est serrée si fort, que je pouvais le sentir dans mes dents du fond. J'ai regardé autour de la table. Kevin coupait sa dinde, parfaitement à l'aise. Mon père s'est soudainement découvert un intérêt extrême pour son petit pain. Personne n'a bronché. Personne n'a vu le moindre problème ici. J'ai dit, en fait, je ne peux pas faire ça. J'ai des projets pour ce Noël. Toutes les fourchettes se sont figées en l'air. Kevin a levé les yeux. Avec l'expression agacée de quelqu'un dont l'équipe de sport préférée vient d'être insultée. Ma mère a lâché ce rire sec et méprisant, qui m'a frappé quelque part derrière les côtes. Des projets, a-t-elle dit. Quel projet, Nicolas? Je t'en prie. De toute façon, tu n'as pas de famille à toi. Donc ça tombe parfaitement bien. Tu n'as pas de famille à toi. J'avais 28 ans. Je faisais des semaines de 60 heures. J'avais tenu les mains de personnes rendant leur dernier souffle, à l'arrière de mon ambulance. Et je leur avais parlé pendant des moments où aucun membre de leur famille n'avait pu arriver à temps. J'avais passé ma vingtaine à me construire une vie faite de sang, d'épuisement, et du genre de stress qui ferait abandonner la plupart des gens en moins d'une semaine. Mais, parce que je n'avais pas de femme ni de prêt immobilier. Mon temps ne valait fondamentalement rien. Mon existence ne comptait qu'en proportion de la quantité de temps que je pouvais donner à Kevin. Ensuite, Kevin a plongé la main dans la poche de sa veste, et a lâché quelque chose sur la table. À côté de la saucière, avec un lourd cliquetis métallique. Des clés de voiture, un porte-clés en cuir, l'écusson Porsche. Je viens juste d'aller chercher le Macan hier, a-t-il dit, en s'adossant à sa chaise. Biturbo. C'est un monstre. Ma mère a carrément tapé dans ses mains, comme s'il venait d'annoncer des fiançailles. Nous étions tellement heureux de pouvoir aider. J'ai regardé mon père. Il a détourné le regard. Mes parents. Qui pendant des années m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour mes prêts d'université de quartier. À cause de problèmes financiers, et qui se plaignaient du prix des courses tous les mois. Venait juste de payer à Kevin un acompte pour un SUV de luxe. Tout en exigeant, dans le même souffle, que je sacrifie mon unique semaine de vacances de l'année. Pour changer les couches de ses enfants gratuitement. Je n'ai pas renversé la table. J'ai plié ma serviette, je l'ai posée à côté de mon assiette, je me suis levé calmement. Et j'ai dit que je partais. Ma mère m'a informé que nous n'avions pas encore mangé la tarte. Je lui ai dit que je n'avais plus faim. Je suis sorti dans la nuit glaciale de novembre. Ma Civic, vieille de 10 ans, était garée dans l'allée. Je me suis assis dans le noir, attendant que le chauffage se mette en route. Et j'ai sorti mon téléphone. Il y avait ma confirmation par email. 2 billets pour les Outé Banks, avec un départ le 23 décembre. Moi et mon collègue, Marc, avions prévu ce voyage depuis le mois de juillet. Un chalet face à l'océan, pas de sirène, pas de beeper, pas de planning plastifié. J'avais économisé pour ça pendant 6 mois. En mangeant des nouilles instantanées au lieu de prendre à emporter. En séchant les vendredis soirs avec les gars de la caserne. Et en notant chaque dollar dans un petit carnet bleu. 2340 $. Chaque centime avait été gagné sur des réveils à 4 heures du matin, et des gardes de 14 heures. J'ai fixé cette confirmation pendant un long moment.
Je n'allais pas l'annuler. Voici ce qu'il faut savoir, sur la façon dont une famille en arrive là. Ça ne se produit pas en un seul moment dramatique. C'est une lente érosion, année après année. Jusqu'au jour où la chose qu'on vous a prise est si énorme, que vous pouvez à peine voir autour. 4 ans d'histoire de Noël, dans mon cas. La première année, ma mère m'a demandé si je pouvais garder les enfants juste quelques heures. Pour que Kevin et Tina puissent faire la grasse matinée. Juste quelques heures, chérie. J'ai accepté. Quelques heures se sont transformées en 14. Ils sont partis à 9 heures du matin, et sont revenus à 23 heures. Cinéma, long déjeuner, shopping. J'ai passé toute la journée à séparer des bagarres, à éponger du jus de fruits sur la moquette. Et à bercer un gamin qui hurlait pour qu'il fasse sa sieste. Pendant que ma mère regardait la télé dans l'autre pièce. En me disant que ça me forgeait le caractère. La deuxième année, ils ont même laissé tomber les faux-semblants. Ils ont simplement présumé que c'était bon, parce que l'année précédente j'avais joué le jeu. Faites-le une fois, et apparemment, vous avez signé un contrat à durée indéterminée. Puis, le Noël dernier, ce fut le véritable point de rupture. Kevin et Tina ont déposé les 5 enfants chez ma mère, le 23 décembre. Et ont conduit pendant 3 heures pour aller chez les parents de Tina. Ma mère a opportunément développé de graves douleurs au dos, très invalidantes, cet après-midi-là. Et s'est enfermée dans sa chambre. On m'a laissé entièrement seul, avec un enfant en maternelle, un petit garçon, et 3 nourrissons. Dans une maison qui n'était pas la mienne, la veille de Noël. À 22 heures, le bébé Noah a fait une poussée de fièvre à 39,5 degrés Celsius. Il était brûlant, il se débattait, et faisait ce bruit rauque et horrible. Qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à entendre, et qu'aucun ambulancier n'oublie jamais. Paniqué, j'ai appelé Kevin. Messagerie vocale. J'ai appelé Tina. Messagerie vocale. J'ai frappé à la porte de la chambre de ma mère. Elle a crié, à travers le bois, de lui donner simplement du Doliprane. Nicolas, j'essaie de dormir. Je suis un professionnel de la santé qualifié. Je sais exactement ce que signifie une fièvre à 39,5 chez un nourrisson, et ce n'est pas. Donne-lui du Doliprane et mets un film. J'ai emmitouflé les 5 enfants dans ma voiture, sous la neige glaciale. Et j'ai conduit prudemment, mais vite, vers le centre d'urgence le plus proche. J'ai passé 4 heures d'affilée dans une salle d'attente sous des néons, la veille de Noël. En tenant un bébé brûlant de fièvre. Pendant que les 4 autres démantelaient le présentoir à magazines. Et qu'un gamin dans le coin n'arrêtait pas de me demander si le Père Noël était au courant pour les enfants passage. Une double otite sévère. Puisque je n'étais pas le tuteur légal de Noah. Et que Kevin avait naturellement oublié de laisser les cartes d'assurance, j'ai payé de ma poche. 180 $, une somme non négligeable sur mon salaire. Quand Kevin et Tina sont entrés nonchalamment dans la maison, le 26 décembre. L'air bronzé et bien reposé, j'ai tendu le reçu à Kevin. Il y a jeté un coup d'œil distrait, l'a pris, l'a fourré dans sa poche. Et m'a dit que je n'aurais pas dû paniquer, car les enfants ont tout le temps de la fièvre. Bref, merci d'avoir assuré. Il ne m'a jamais remboursé. Pas $1, pas une seule mention. Ce que Tina a fait, en revanche, c'est me tendre un cadeau emballé, au moment de partir. Je l'ai ouvert ce soir-là, dans ma cuisine. Une bougie parfumée à la vanille. L'étiquette de solde était encore collée en dessous. 12 $. C'était ça, ma compensation pour 3 jours de travail gratuit, une urgence médicale. Et 180 $ de mon propre argent. Une bougie en promotion, que quelqu'un avait attrapée en sortant d'une boutique. Avec l'étiquette encore dessus. Un instant, pour ceux qui écoutent. C'est moi, l'animateur, j'interviens une seconde. Parce que je dois aborder l'histoire de la bougie avant d'aller plus loin. Kevin a 33 ans. Il est vice-président. Ses parents viennent de lui payer un acompte pour une Porsche. Et sa reconnaissance officielle envers son frère. Qui a géré une opération médicale d'urgence la veille de Noël, c'est une bougie soldée à 12 $. Avec l'étiquette encore en dessous.
Il n'a pas décollé l'étiquette. Il a regardé cette bougie. A vu l'étiquette, et s'est dit, ouais. C'est très bien. Ce n'est pas un cadeau de remerciement. C'est Kevin qui communique. Sous une forme physique et inflammable. À quel point il respecte la personne qui la tient. Il aurait pu acheter une vraie bougie. Il n'a pas décollé l'étiquette. D'accord? Continuez. Quelques semaines après le début de décembre, j'étais dans la salle de repos de la caserne. En train de réchauffer un reste de chili à moitié mangé, après une double garde brutale. Un mercredi, je crois. Attendez, non. Un mardi. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Mon téléphone a sonné. Tante Pauline, la petite sœur de ma mère. Une institutrice à la retraite, aussi vive que n'importe qui que j'ai pu rencontrer. Le genre de femme qui s'assoit silencieusement dans un coin, lors des événements familiaux. Et qui voit tout sans dire un mot, jusqu'à ce qu'elle décide que c'est important. Un appel inattendu de sa part, un soir de semaine. Était suffisamment inhabituel pour que je sorte dans la baie de stationnement des ambulances. Dans le froid, pour y répondre. Elle est allée droit au but. Elle m'a dit qu'elle lisait la conversation de groupe de la famille. Nouvelle de la famille Mercé, depuis 3 ans, en mode silencieux, en lisant absolument tout. Elle a dit que voir ce que ma mère et Kevin y postaient la rendait malade. Elle m'a dit de partir en voyage. De ne pas les laisser me culpabiliser pour que j'annule. De ne pas les laisser me manipuler pour que je reste. Et puis elle a dit, lis l'historique du chat. Lis ce qu'ils disent de toi. Quand ils pensent que personne ne fait attention. Elle avait pris des captures d'écran. Elle a raccroché, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis resté dans l'air froid pendant 1 minute. Ensuite, j'ai ouvert la conversation de groupe. Je la gardais en sourdine toute l'année. Parce que c'était surtout Tina qui postait des photos des repas bio des enfants. Ou Kevin qui se vantait de son handicap au golf. J'ai fait défiler vers le haut, au-delà de Thanksgiving, au-delà du printemps dernier. Jusqu'à la veille de Noël de l'année précédente. J'ai trouvé une conversation entre ma mère et Kevin. Maman, 24 décembre, 22h15. Nicolas est à la clinique avec Noah. Je lui ai dit de juste donner du Doliprane au bébé. Mais il réagit toujours de façon excessive. Il est tellement dramatique. Kevin, 22h20, MDR. Laisse-le faire. Ça nous évite un trajet. Et puis, il va bien. Il aime se sentir utile. Ça lui donne quelque chose à faire. Il aime se sentir utile. J'ai lu cette phrase 3 fois. J'étais dans cette salle d'attente, en train de tenir leur gamin fiévreux, la veille de Noël. Et la réponse de Kevin c'était, laisse-le faire. Il aime se sentir utile. Je suis resté planté là, avec ça en tête, pendant 1 minute. J'ai continué à faire défiler. Une conversation qui datait de juste après mon départ de la table de Thanksgiving. Moins de 3 semaines plus tôt. Tina. Nick est vraiment sérieux avec son histoire de plage? On a déjà payé la compte du complexe. Maman, oh, ne vous inquiétez pas pour Nicolas. Il va céder. Il cède toujours. Honnêtement? Nicolas n'a pas de vraie vie de toute façon. Il devrait déjà être reconnaissant qu'on l'inclut dans nos fêtes. Kevin. Le gars gagne à peine plus que le salaire minimum en conduisant une ambulance. Rester à la maison. C'est presque des vacances pour lui de toute façon. Il rentrera dans le rang. Il rentrera dans le rang. Mon téléphone a vibré. Un nouveau SMS privé de Tina. Coucou, Nick. Tellement hâte d'être à Noël. Je sais que tu parlais d'un voyage à la plage. Mais Kevin et moi comptons vraiment sur toi. Kev a été tellement stressé ces derniers temps. Avec le travail et sa promotion. Et il a vraiment besoin de cette pause. Nous savons à quel point tu aimes les enfants. Ça briserait leur petit cœur. Si oncle Nick n'était pas là pour ouvrir les cadeaux avec eux. On se voit le 23. Bisous.
Si j'avais reçu ce message la veille, j'aurais peut-être ressenti quelque chose. Cette force familière qui vous pousse vers la culpabilité. Le poids de décevoir des gens qui ne s'étaient jamais, eux, inquiétés de me décevoir. Mais je le lisais. Quelques secondes à peine après avoir vu Tina me traiter de cas social pathétique. Dans la conversation de groupe. Quelques secondes après que Kevin ait écrit que ma vie entière était, en gros, des vacances. Et je n'ai rien ressenti. Zéro. Juste un dégoût froid et plat, face au fossé entre la façon dont ils parlaient de moi en privé. Et ce qu'ils avaient le culot de m'envoyer directement. J'ai verrouillé mon téléphone, je suis rentré à l'intérieur de la caserne. Et j'ai jeté mon chili à moitié mangé à la poubelle. J'y voyais désormais d'une clarté absolue. Pas de compromis, pas de négociation, pas de « je pourrais peut-être en faire une partie ». Ou de « laisse-moi voir si on peut s'arranger ». J'en avais fini d'être la personne qui se plie en quatre. J'allais les laisser foncer droit dans le ravin qu'ils avaient passé 4 ans à creuser. Et je n'allais pas toucher au frein pour eux. D'accord, faisons une pause d'une seconde. Pour les auditeurs, c'est moi. Panique. J'ai besoin que tout le monde comprenne parfaitement ce qu'il y avait dans cette conversation de groupe. Parce que les détails spécifiques comptent plus que le résumé. Ils ne se sont pas contentés de profiter de lui. Ils en ont ri par écrit. Dans une trace permanente. Kevin a vu la notification du centre d'urgence, et a tapé « MDR ». Laisse-le faire, alors que Nick était littéralement dans cette salle d'attente. Tenant leur enfant dans ses bras. Sa mère l'a qualifié de dramatique. Tina a envoyé ce SMS plein de bisous. Quelques minutes après l'avoir qualifié de type sans vraie vie. Ce n'est pas une famille qui a oublié de dire merci. C'est une famille qui a décidé qu'il était un meuble. Et qui s'est ensuite agacé quand le meuble a commencé à avoir des opinions sur le fait d'être un meuble. Cette distinction est très importante. Pour la suite des événements. La semaine qui a précédé Noël a été calme de mon côté, et absolument chaotique du leur. Du moins, en me basant sur la conversation de groupe. À laquelle je n'avais aucune intention de répondre. Ma mère a posté des photos de la chambre d'amis qu'elle m'avait préparée. Un matelas pneumatique dégonflé, sur le sol de la salle de jeu des enfants. Coincé entre un toboggan en plastique et un bac de blocs Duplo. Kevin postait les prévisions météo de son complexe à la montagne. Tina n'arrêtait pas de laisser des rappels sur les horaires des repas. Sur l'endroit où étaient rangés les inhalateurs d'urgence. Et une mise à jour indiquant que la phase de morsure des jumeaux s'était intensifiée. J'ouvrais chaque message, je les laissais tous en vue, et je ne disais absolument rien. À 4 heures du matin, le 23 décembre, mon réveil a sonné. Je n'ai pas grogné. Je me suis levé immédiatement, j'ai pris une douche, j'ai attrapé mon sac de sport. Et j'ai franchi la porte. Marc était déjà sur le parking, dans sa Jeep, le moteur en marche. Avec 2 tasses de café de fast-food dans les porte-gobelets. Il a souri quand j'ai jeté mon sac à l'arrière, prêt à devenir un fugitif. Appuie sur le champignon, ai-je dit. L'aéroport était plongé dans le chaos habituel des fêtes. Mais j'ai traversé tout ça comme si j'étais invisible. Nous avons enregistré nos bagages, passé la sécurité, et trouvé notre porte d'embarquement. J'ai acheté une bouteille d'eau, je me suis assis, et je me suis senti complètement calme. Pour la première fois depuis des semaines. À 6h30, nous avons embarqué. Alors que l'avion accélérait sur la piste, et que les roues décollaient du tarmac. J'ai regardé par le hublot la banlieue de Virginie disparaître en contrebas. Le soleil commençait tout juste à se lever, nimbant d'orange les contours de chaque chose. Tout en bas, ma famille se réveillait dans un monde auquel ils n'avaient jamais, pas une seule fois, envisagé de se préparer. Nous avons atterri en Caroline du Nord juste après 8 heures. L'air était tout de suite différent, froid, salé, et pur. Comme une fenêtre qu'on ouvre en grand dans une pièce restée fermée trop longtemps. Nous avons récupéré la voiture de location, et commencé à rouler vers la côte. C'est à ce moment-là que j'ai réactivé mes données cellulaires. Mon téléphone est devenu nucléaire. Il vibrait si fort, et si vite, que j'ai failli le faire tomber. 14 appels manqués de ma mère, 8 de Kevin, 5 de Tina.
Et 47 nouveaux messages dans la conversation de groupe. J'ai ouvert le fil, et j'ai simplement fait défiler la chronologie documentée de leur panique. Maman, 7 heures, Nicolas, Kevin dépose les enfants dans 1 heure. Es-tu en route? Kevin, 7h45, et frérot, on est chez maman. T'es où? On a un vol à prendre à 10 heures. Maman, 8h15, Nicolas Robert Mercé, réponds à ton téléphone à la seconde. Ce n'est pas drôle. Tina, 8h30, Nick, sérieusement, tu bloques toutes nos vacances. Amène-toi, maintenant. Kevin, 8h45, si tu ne te pointes pas dans les 10 prochaines minutes, je jure que... Marc a jeté un coup d'œil depuis le siège conducteur. Tout est en train d'exploser. Ouais, ai-je répondu. Juste à cet instant, l'appel de ma mère est passé en direct. J'ai regardé l'écran pendant 1 seconde, et j'ai laissé l'air salin remplir mes poumons. Puis j'ai glissé le doigt sur le bouton vert. Sa voix était un crissement, suffisamment fort pour faire physiquement mal. Nicolas, où es-tu? Bon sang? Kevin va rater son vol. Les enfants sont en train de détruire le salon. Tu viens ici immédiatement. J'ai gardé une voix complètement plate. Je ne viens pas, maman. Un silence de mort. En fond sonore, 5 enfants qui pétaient littéralement les plombs. Comment ça, tu ne viens pas? C'est sorti comme une phrase qu'elle n'avait jamais eu de raison de formuler auparavant. Je t'ai dit, à Thanksgiving, que j'avais des projets. J'ai acheté mes billets il y a des mois. Je suis actuellement dans une voiture de location. En train de descendre la côte des Outer Banks. Tu as pris l'avion. Elle avait l'air de ne pas pouvoir assimiler physiquement le concept. Tu abandonnes ta famille. Fais demi-tour et reviens ici tout de suite. Passe un joyeux Noël, maman. Nicolas, n'ose pas me raccrocher au. J'ai appuyé sur le bouton rouge, j'ai activé le mode ne pas déranger, et j'ai baissé la vitre. L'air froid est entré d'un coup, et a frappé mon visage. Et honnêtement, je ne sais pas comment le dire autrement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression que je pouvais enfin respirer. Comme si quelque chose était posé sur ma poitrine depuis 4 années entières. Et que quelqu'un venait enfin de l'enlever. Et... Pause. Parlons logistique 1 seconde. Kevin et Tina ont été prévenus des heures à l'avance que Nick ne viendrait pas. Plusieurs heures. Et ils ont quand même raté une réservation non remboursable de 600 $, parce qu'apparemment, l'intégralité du plan de secours pour 5 enfants c'était. Nick va forcément céder. Il n'y avait pas de plan B. Ils n'en ont jamais eu besoin. Parce que chaque année, pendant 4 ans, ils s'étaient pliés en 4. Donc ils n'ont rien prévu. 0 plan de repli. 0 alternative. Il fonctionnait entièrement sur l'hypothèse que sa colonne vertébrale avait une date de péremption. À l'instant où ça n'a plus été le cas. Toute l'opération s'est effondrée. L'enfant chéri a perdu ses vacances à la montagne. Parce que son frère a finalement commencé à se comporter comme un gars qui a des endroits où aller. Et des choses qui méritent d'être protégées. J'adore sincèrement ça. Les 48 heures suivantes furent tout ce pourquoi j'avais économisé. Marc et moi sommes arrivés au chalet vers midi, nous avons jeté nos affaires à l'intérieur. Et nous n'avons rien fait de productif pendant des heures. Des assiettes massives de fruits de mer frais le premier soir. J'ai dormi 10 heures d'affilée. Pas de cris, rien de plastifié, pas de réveil à 4h30 du matin. Le chalet avait ce vieux ponton en bois à l'arrière. Qui craquait à chaque fois qu'on marchait dessus. Je me suis assis là, le 2e matin, juste à écouter l'eau. Je ne pensais à rien de particulier. La meilleure partie de tout le voyage, honnêtement. C'est un détail totalement hors sujet, mais c'est celui dont je me souviens. Je savais que le grand final arrivait, de toute façon. Chaque Noël, à 15 heures tapantes, la famille élargie Mercé fait un appel Zoom. Ça a commencé pendant la pandémie. Et c'est devenu une tradition que personne n'a jamais voté pour arrêter. Tante, oncle, cousin, tout le monde se connecte pendant 1 heure. Pour une performance de joie des fêtes.
Je n'en avais jamais raté un seul. À 14h55, le jour de Noël, je me suis assis sur le porche, mon ordinateur portable ouvert. L'océan grondait derrière moi. J'ai cliqué sur le lien Zoom, et l'écran s'est rempli de petits carrés. Oncle Ray et tante Donna, depuis leur salon immaculé en Géorgie. Cousin Greg, avec une petite mine dans son dortoir d'université. Quelques tantes que je ne vois que 2 fois par an. Et puis, le salon de ma mère. Il avait l'air d'avoir été saccagé. Du papier cadeau déchiqueté sur la moindre surface. Ethan pleurait dans un coin. Ma mère avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 2 jours. Les cheveux en bataille. Les poches sous ses yeux étaient visibles, même à travers la caméra d'un ordinateur. Kevin et Tina étaient sur le canapé, l'air absolument dévasté. Ils n'avaient pas eu leur vol de 10 heures. Ils avaient perdu l'argent du complexe hôtelier. Quand mon carré a chargé à moi, assis sur un Porsche, en sweat à capuche, visiblement détendu. Avec l'Atlantique bien audible en fond sonore, tout l'appel est devenu mortellement silencieux. Le visage de ma mère a trouvé le mien sur l'écran. Puis il s'est chiffonné dans cette détresse théâtrale, qu'elle réserve aux grandes occasions. De faux sanglots immédiats. Kevin a ricané avec un mépris si prononcé que je pouvais le voir à travers la pixelisation de l'écran. Regardez qui a décidé de se pointer. J'espère que tu profites bien de ton petit voyage à la plage. Pendant que tu as ruiné tout notre Noël. Espèce d'égoïste. Kevin, l'a sèchement coupé tante Donna. Laisse-le parler, a gémi ma mère. Non, Donna. Laisse-le. Nicolas nous a abandonnés. Il a menti. Il a fait ses valises. Et nous a laissés en plan avec 5 enfants. La veille de Noël. Je suis debout depuis 2 jours d'affilée. Kevin a perdu 6 cents dans un complexe non remboursable. Parce que son propre frère l'a poignardé dans le dos. Le cousin Greg, que Dieu le bénisse, a secoué la tête en me regardant. Nick, mec, c'est dur ça. La famille passe avant tout. Je les ai laissés continuer encore 20 secondes. Je les ai juste regardés empiler les accusations. Puis j'ai dit calmement. Je n'ai pas menti. Je vous ai dit à Thanksgiving que j'avais des projets. Vous avez choisi de m'ignorer. Et d'exiger que je travaille comme nounou gratuite. Tu fais partie de cette famille, a hurlé ma mère. Tu nous es redevable. Nous t'avons élevé. Tu n'as aucune idée de ce que signifie se sacrifier. Puis un nouveau carré s'est allumé sur la pelle, avec une bordure verte. Tante Pauline, un blazer élégant, des lunettes de lecture. L'expression de quelqu'un qui attendait exactement ce moment, et qui n'est absolument pas pressé. Linda, ferme ta bouche. Sa voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle possédait un type d'autorité spécifique et ancré, qui a immédiatement figé tout l'appel. Ma mère a halté. Pauline, je te demande pardon? J'ai dit, ferme ta bouche, Linda. J'en ai marre de te voir jouer les victimes. Et toi, Kevin? Petit garçon arrogant. Il faut avoir un sacré culot pour traiter ton frère d'égoïste. Kevin a commencé à parler en même temps qu'elle. Tante Pauline, tu ne connais pas toute l'histoire. Je sais exactement quelle est l'histoire, Kevin. Elle a soulevé son smartphone devant la caméra. Parce que contrairement au reste de cette famille, j'ai lu la conversation de groupe. J'ai observé comment vous parlez de Nicolas tous les deux. Quand vous pensez que personne n'y prête attention. Et puisqu'il semble que nous fassions dans les valeurs familiales en ce jour de Noël. Partageons cela avec la classe. Le visage de ma mère est passé de pâle à cette nuance spécifique de blanc qui signifie que quelque chose de réel est en train de se produire. Oh, oui, j'ose, a dit Pauline avec un calme absolu. Elle a tapoté son écran, et a commencé à lire. Son élocution était claire et délibérée. Chaque mot placé exactement là où il ferait le plus de dégâts. Nicolas est tellement dramatique. Il aime se sentir utile. Ça lui donne quelque chose à faire. Elle a lu cela d'un ton plat. Le rythme exact de Kevin.
Puis elle a fait défiler l'écran. Il gagne à peine plus que le salaire minimum, en conduisant une ambulance. Rester à la maison. C'est presque des vacances pour lui de toute façon. Il rentrera dans le rang. Tante Donna a laissé échapper un hoquet audible. Oncle Ray a retiré ses lunettes, et s'est frotté lentement l'arête du nez. Le cousin Greg s'est soudainement découvert une grande passion pour ses propres genoux. Et mon moment préféré, la voix de Pauline est restée stable tout du long. Ses yeux n'avaient pas quitté le visage de ma mère, honnêtement. Nicolas n'a pas de vraie vie de toute façon. Il devrait déjà être reconnaissant qu'on l'inclue dans nos fêtes. Écrit par toi. Linda, sa propre mère. Le silence qui a suivi fut total. Le genre de silence qui vous bourdonne dans les oreilles, à travers 16 foyers différents. On aurait pu entendre une mouche voler en Géorgie. La bouche de Kevin s'est ouverte, puis refermée. Tina fixait le sol. Et puis, il s'est produit quelque chose que je n'attendais sincèrement pas. Pas après 28 ans à voir mon père être un fantôme silencieux. Évitant les conflits dans sa propre maison. Il est entré dans le cadre. Mon père, Robert, s'est avancé derrière ma mère. Et s'est tenu directement en face de la caméra de l'ordinateur. Son visage était rouge sombre, avec une veine visible sur le front. Que je n'avais jamais remarqué de toute ma vie. C'est vrai ça, Linda. Ce n'était pas exactement une question. Sa voix tremblait. Tu as écrit ces choses sur notre fils? Robert, Elle a balbutié, reculant carrément devant lui. Je passais juste mes nerfs. Ça a été sorti de son contexte. Sa main s'est abattue sur la table basse. Fort. Les enfants dans la pièce ont crié. Tu le traites comme un serviteur. Tu laisses Kevin le traiter comme s'il n'était rien. Pas étonnant qu'il ait pris l'avion. J'ai honte de toi. Linda. J'ai honte de vous deux. Il s'est retourné, et est sorti du cadre. Disparu. Mon cœur battait la chamade. Ma voix était complètement posée. J'ai regardé dans l'objectif, et j'ai dit, j'ai passé 4 ans à sacrifier mon temps. Mon argent, et ma santé mentale. Parce que je croyais que c'était ça que la famille était censée signifier. Mais tu ne veux pas d'un fils? Maman. Tu veux un employé non rémunéré. Et toi, Kevin? Tu ne veux pas d'un frère. Tu veux un domestique. Alors, je démissionne. Je me suis légèrement penché en avant. J'en ai fini d'être la personne qui sacrifie sa propre vie. Pour que tout le monde puisse profiter de la sienne. Si jamais vous voulez une vraie relation avec moi, vous me traiterez avec un respect élémentaire. Jusqu'à ce jour, oubliez mon numéro. J'ai cliqué sur « Quitter la réunion ». L'écran est devenu noir. L'océan continuait son grondement. Je me suis calé au fond de ma chaise, et j'ai attendu que la culpabilité pointe le bout de son nez. Ce vieux réflexe conditionné. Cette voix insistante qui me disait que j'étais un mauvais fils, un mauvais frère. Elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'est cette incroyable légèreté, comme si un poids posé sur mes épaules. Pendant 4 années entières, venait enfin d'être retiré. D'accord, j'ai besoin d'une minute. Parce que tante Pauline a débarqué dans cet appel. Vêtue d'un blazer. Avec un téléphone rempli de preuves qu'elle collectait discrètement depuis des années. Et elle a exécuté la sentence. Pas d'annonce, pas d'échauffement. Sans donner à Kevin ou à Linda la chance de prendre les devants. Elle a juste commencé à lire. Proprement, devant 16 foyers. L'après-midi de Noël. Ce n'est pas une tante. C'est un agent de terrain. Qui attendait depuis 3 ans le bon moment pour se déployer. Elle a fait plus de dégâts en 90 secondes. Que Nick n'aurait pu en faire en une décennie de disputes. Et puis son père. L'homme qui avait silencieusement mangé des petits pains à chaque désastre familial pendant 28 ans. A frappé du poing sur une table. Nick avait déjà gagné. Il a juste eu droit à un public en direct pour ça. Bonjour. Ultime mise à jour. Vers 20h, ce soir-là, mon téléphone a vibré. Ni un appel ni un SMS,
une notification Venmo. Kevin Mercé vous a envoyé $180. Le champ de message était vide. J'ai fixé l'écran, et j'ai lâché un vrai rire. Assez fort pour que Marc sorte sur le porche, pour vérifier si j'allais bien. $180. Le montant exact de la facture du centre d'urgence de l'année d'avant. Celle dont il avait empoché le reçu, et qu'il n'avait plus jamais mentionné. Aucune excuse, aucune explication, juste un virement silencieux dans la nuit. De la part d'un homme qui n'a même pas été capable de taper un seul mot dans le champ du message. L'aveu de culpabilité le plus lâche que j'ai vu de ma vie. Mais il a payé. L'enfant chéri réglait enfin des dettes dont il avait fait semblant d'ignorer l'existence. Quelques heures plus tard, tante Pauline m'a envoyé un SMS privé. Kevin et Tina avaient fait les affaires des enfants, et avaient quitté la maison de ma mère. Moins d'une heure après la fin de l'appel. Ma mère était enfermée dans sa chambre. Mon père était dans le salon, regardant n'importe quel match qui passait à la télé. Fier de toi, gamin. Profite bien de la plage. J'ai souri à l'écran, dans l'obscurité. Les 4 jours suivants, j'ai véritablement vécu. Nous sommes allés pêcher, nous n'avons presque rien attrapé, et nous en avons ri. Nous avons mangé de la terrible malbouffe de station-service, sur le chemin du retour de la jetée. Un après-midi, et Marc a mis de la musique que je n'avais jamais entendue. Et nous n'avons pas du tout parlé des histoires de famille. La conversation de groupe est devenue complètement muette. 47 messages en une matinée, puis plus rien. Comme une tempête qui s'était épuisée d'elle-même. Un cimetière numérique. Quand je suis rentré à mon appartement après le voyage, il ne m'a plus paru petit. Il m'a semblé être à moi. Chaque mètre carré, gagné grâce à mes horaires, mes heures de garde, mon travail honnête. J'ai lancé une machine de linge, j'ai commandé une pizza entière juste pour moi. Et je me suis assis sur le canapé pour regarder un film d'action stupide. Sans avoir nulle part où aller, et n'ayant de compte à rendre à personne. Quelques semaines plus tard, en janvier, le docteur Walsh, à la caserne, m'a dit que je tournais à 110%. Et a voulu savoir ce que j'avais fait différemment. J'ai répondu que je m'étais débarrassé d'un poids mort. Il m'a dit de continuer comme ça. Par l'intermédiaire de tante Donna. Qui est incapable de garder une information pour elle plus de 48 heures. J'ai appris à quoi ressemblait le monde de Kevin, sans le filet de sécurité d'une nounou gratuite. Mon père ayant interdit que sa maison serve de garderie à la demande. Kevin et Tina ont dû engager une vraie nounou. $20 de l'heure, heures supplémentaires, week-end off. L'argent qu'ils économisaient en m'exploitant était en train de s'évaporer. Apparemment, Kevin se plaignait bruyamment, à qui voulait l'entendre? De combien ça coûte cher d'élever une famille. La Porsche restait garée dans son allée, ressemblant chaque semaine un peu moins à un trophée. 10 jours après le début de janvier, mon téléphone a sonné. Maman. Sa voix était toute petite. Le ton autoritaire avait disparu, remplacé par quelque chose de plus vieux, et de fatigué. Elle a dit qu'elle avait passé 2 semaines à être en colère contre tout le monde. Puis, mon père l'a fait asseoir. Elle a dit qu'elle avait eu tort, qu'elle m'avait considéré comme acquis pendant des années. Qu'elle avait laissé Kevin me traiter comme si je n'avais aucune valeur en dehors de ce que je pouvais faire pour lui. Et qu'elle avait honte de ce qu'elle avait écrit dans cette conversation. Elle ne demandait pas un pardon immédiat. Elle avait juste besoin que je sache qu'elle comprenait. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit. Tu ne t'es pas contenté de me considérer comme acquis. Tu as dit à ta famille que je n'avais pas de vraie vie. Tu m'as fait ressentir que je devais mériter ma place. En étant utile à Kevin. Elle a répondu, je sais. Elle pleurait pour de vrai cette fois-ci, ce n'était pas la performance théâtrale de Zoom. Je lui ai expliqué comment les choses allaient fonctionner à l'avenir. Plus de babysitter par défaut, plus d'hommes à tout faire de la famille. Quand je viens. C'est en tant que fils, en tant qu'invité? Pas comme membre du personnel. Et si jamais on me traite à nouveau comme un domestique, je pars. Et je ne reviens pas. C'est clair? Oui, a-t-elle dit complètement. Nous avons convenu de reprendre les choses doucement.
Le printemps a fini par arriver en Virginie. J'ai pris la route pour aller dîner chez mes parents. C'était la première fois que j'y retournais depuis Thanksgiving. La Porsche de Kevin n'était pas dans l'allée. Lui et Tina étaient chez eux, à gérer une nounou qui s'était portée pâle. J'ai franchi la porte d'entrée. Poulet rôti, aïe. Ma mère est sortie de la cuisine, l'air nerveuse. Elle m'a fait un câlin prudent. Mon père est arrivé du garage, et m'a donné une tape ferme dans le dos. Content de te voir, fiston. Le match va commencer. La table était mise pour 3. Pas de gobelet pour enfants, rien de plastifié, juste un dîner. Nous avons parlé de mes gardes, de la saison de baseball, et du jardin de mon père. Personne ne m'a confié de tâches, ni ne m'a demandé de sacrifier quoi que ce soit. J'étais juste un fils, en train de dîner avec ses parents. Je suis resté exactement 2 heures. J'avais mis une alarme silencieuse. Quand elle a vibré, j'ai aidé à débarrasser mon assiette, et j'ai dit au revoir. Ma mère n'a pas essayé de me faire culpabiliser pour que je reste. Elle a juste dit, roule prudemment, Nicolas. On a adoré t'avoir à la maison. Kevin et moi ne nous sommes pas parlé depuis l'appel Zoom. Cette blessure est toujours ouverte. Je ne suis pas pressé de la refermer. Mon père m'appelle toutes les semaines maintenant. Et honnêtement, c'est peut-être la partie de tout ça qui me surprend encore le plus. Vous arrêtez de vous rendre indéfiniment disponible pour être exploité. Et parfois, dans un bon jour, quelqu'un décide qu'il veut vraiment apprendre à vous connaître. Ça a pris 28 ans, mais je prends. S'il y a quelqu'un, là dehors, qui est la personne dans sa famille qui dit toujours oui? Qui annule ses propres plans, couvre les frais, garde les enfants, met la table? Et la débarrasse pendant que tout le monde regarde la télévision. Je ne vais pas vous faire un grand discours. Je dirai juste ceci, vous avez le droit d'arrêter. Non pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous vous aimez suffisamment pour enfin prendre de la place dans votre propre vie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Écoutez, Nick n'était pas irréprochable au cours des premières années. Il a dit oui. Quand il aurait dû dire non. 4 Noëls de suite. Mais il y a une vraie différence entre quelqu'un qui fait une erreur et une famille qui écrit, de toute façon, il n'a pas de vraie vie, dans un groupe de discussion, pendant que cette personne tient leur enfant malade. Dans la salle d'attente des urgences. Quand Nick a cessé d'être prévisible. Toute la machine s'est effondrée instantanément. Ça vous dit tout sur ce qu'il était réellement pour eux. Si votre valeur aux yeux de quelqu'un n'existe que tant que vous êtes utile. Ce n'est pas de l'amour. C'est un emploi. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à cette table de Thanksgiving? Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton pour ne pas rater la prochaine histoire.